Un enfant, une famille. Émission 2, avec les mêmes invités. Alors le sujet, je vous le disais la semaine dernière, c'est M. l'abbé qui nous l'a proposé. Il a d'ailleurs écrit un texte très beau à ce sujet. Monsieur l'abbé, voudriez-vous nous rappeler, très brièvement, ce que nous avons dit la semaine dernière? Eh bien, merci Jean-Pierre. Le point fondamental, la base même de ce projet Un enfant, une famille, c'est la loi, un article de la loi portant protection de l'enfant. C'est l'article 17 de cette loi qui stipule que tout enfant, sans exception, a droit à un milieu familial qui est le cadre idéal pour prendre en compte les besoins matériels, moraux et affectifs pour son épanouissement. Voilà la base. C'est que un enfant, une famille. La place d'un enfant n'est pas dans la rue, la place d'un enfant est dans une famille. Et ça peut être sa famille d'origine, sa famille biologique, comme on aime à le dire aujourd'hui, ou une famille d'adoption, une famille d'accueil. Voilà. Et donc, la place de l'enfant n'est pas dans la rue. Et c'est dans ce sens que nous pensons que la meilleure façon d'éradiquer le phénomène enfant de la rue, c'est de faire en sorte que chaque enfant retrouve sa famille ou alors trouve une famille d'accueil. Merci, monsieur l'abbé. Maître Magala, vous pensez que c'est possible dans cette société devenue très égoïste? Oui, merci beaucoup, monsieur Kibambi. C'est possible. Rien n'est impossible dans tous les cas aux personnes bien intentionnées et bien décidées. Rien n'est impossible. C'est-à-dire que nous devons remettre l'enfant à sa place dans notre société. Vous savez, autant la loi que monsieur l'abbé vient de citer, la Convention sur le droit de l'enfant et tous les textes relatifs définissent l'enfant comme une personne de moins de 18 ans, globalement. Donc nous devons d'abord arrêter de penser que les enfants sont des adultes de petite taille. Non. Les enfants sont des enfants. Et concernant leur éducation, leur épanouissement, ce qui doit être pris en compte, c'est leur intérêt supérieur. C'est-à-dire que nous devons écarter toute autre considération et privilégier l'intérêt de l'enfant. Et ça incombe d'abord aux parents. Ensuite, si les parents ne sont pas capables ou ne sont pas présents, à la famille élargie. Et enfin, à l'État. L'État doit pouvoir suppléer à tout déficit de prise en charge par l'enfant, pour l'enfant. Alors, cette prise en charge-là se fonde aussi sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On trouve toutes sortes d'alibis pour se séparer des enfants. Toutes sortes d'alibis. On les taxe des sorcières, on les taxe des voleurs, on les taxe de bandits, on les taxe des koulouna, on les taxe de... Donc tout motif est bon pour qu'on se sépare des enfants. Dès qu'ils sont dans la rue, l'exemple que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Kinshasa, vous imaginez les enfants... Il n'y a pas qu'à Kinshasa. Oui. Il n'y a pas qu'à Kinshasa. Il n'y a pas qu'à Kinshasa. Lubumbashi. Nous avons aujourd'hui des enfants qui sont entrés dans la rue dans les années 80, qui sont devenus parents dans la rue. Et les enfants aussi sont devenus parents. Ils sont devenus grands-pères dans la rue. Et leurs petits-enfants sont aussi dans la rue. De génération en génération. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas autre chose que la rue. Or, ça, c'est une bombe à retardement. Parce qu'ils n'ont pas été exposés à autre chose à part la violence. Un retardement ou une bombe que nous vivons déjà? Nous commençons déjà à en payer le prix avec le phénomène Koulouna. C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas faire autre chose que la violence. Et, bon, vous savez l'exemple récemment pris en France avec les petits de
de 6 ans qui a tiré sur son institutrice, la pressant grièvement. Vous avez vu, pour un pays entre guillemets développé, comment on a traité cet enfant, un criminel. L'enfant a été placé en garde à vue. Tout à fait. Comme n'importe lequel des criminels. C'est la réaction maintenant de la société qui est perdue. Ils ne savent pas comment prendre en charge ces cas. Parce que vous n'allez pas dire que l'enfant va rentrer à la maison après qu'il ait blessé mortellement son enseignant. Parce qu'il faut aussi protéger la société, l'école, il faut les parents de l'enfant. Donc on les place dans un endroit non indiqué. Dans ces conditions-là, l'enfant est encore victime de la société parce qu'il ne va pas sortir de là rééduqué. Ça sera un criminel en puissance. Tout à fait. Monsieur l'abbé, je vais vous poser une question. Est-ce que vraiment, honnêtement, aujourd'hui, tous les parents peuvent prendre en charge leurs enfants? La réponse, c'est non. À mon avis. Quel est votre avis? Tous les parents devraient prendre en charge leurs enfants et tous leurs enfants. Mais maintenant, s'ils peuvent le faire, là, il y a beaucoup de réserves, dans la mesure où ça demande 2 éléments importants. Le premier élément, c'est l'élément, je dirais, psychologique, psychosocial, l'élément psychologique, la capacité de prendre en charge son enfant psychologiquement et de lui offrir un climat affectif qui lui convienne pour son épanouissement. Ça, c'est un élément, à mon avis, très important. Parce qu'aujourd'hui, on a parfois l'impression que les parents n'aiment pas leurs enfants. Oui? Ils les traitent comme des choses, n'est-ce pas? Ils les injurient, ils les battent, ils leur font violence, n'est-ce pas? Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui manque psychologiquement dans le fort des parents. Qui n'assument pas leur rôle et qui ne jouent pas leur rôle de parents, qui n'assument pas leur fonction parentale de la manière qui convient sur le plan psychologique. Est-ce que, monsieur l'abbé, je vous repose une autre question. Oui. N'est-ce pas parce que ces parents, n'ayant pas toutes les possibilités que la société devrait leur donner, n'est-ce pas une sorte de colère qu'ils n'arrivent pas à, comment on dit ça, et qui transportent sur les enfants? Oui, c'est justement le deuxième élément que je voulais faire ressortir, c'est l'élément moyen matériel. Voilà. Les moyens matériels. Beaucoup de parents sont démunis. Beaucoup de parents sont démunis. Allez, prenons le cas de la scolarisation des enfants. Certains parents, avec toute la bonne volonté du monde, ne peuvent pas scolariser tous leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Ils n'ont pas les moyens matériels. N'est-ce pas? Prenons la nutrition, l'alimentation, nourrir les enfants. Il y a des parents qui sont pas à même de nourrir convenablement leurs enfants. 7 jours sur 7, n'est-ce pas? 30 jours sur 30, dis-moi, n'est-ce pas? Ils ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Parce que, il y a un problème de travail salarié. Ils n'ont peut-être pas un travail salarié. De 2, s'ils ont un travail salarié, ils ne reçoivent pas leur salaire à temps ou suffisamment, ou parfois ils ne reçoivent pas ce salaire. Pendant des mois et des mois, ils sont impayés, n'est-ce pas? Et de 3, s'ils n'ont pas un travail salarié, eh bien, le travail qu'on appelle la débrouillardise, travail à compte personnel, ne paye pas toujours comme il faut, n'est-ce pas? Alors, on est dans une précarité
dans une pauvreté et parfois même dans une misère économique, financière, matérielle, telle que les parents ne sont pas à même de prendre en charge leurs enfants. Et c'est là où l'État congolais pêche. L'État congolais pêche. Parce que la loi portant protection de l'enfant stipule, dans un de ses articles, que l'État doit pouvoir pallier, doit pouvoir, disons, suppléer, n'est-ce pas, là où les parents ont des difficultés, eh bien, l'État doit suppléer, doit mettre à la disposition des parents les moyens nécessaires pour la prise en charge de leurs enfants. Ou soustraire ces enfants de oui, et les mettre en institution. Vous nous donniez des exemples des enfants que vous avez encadrés. Oui. À l'époque, il y avait le scoutisme, il y avait des Kiraudes. Oui. Je vois de temps en temps ces jeunes gens qui, dans les rues, est-ce que ces mouvements existent véritablement, Maître Magala? Mais ces mouvements n'existent pratiquement plus parce que la prise en charge pose problème. Il y a des gens bien intentionnés, mais vous allez amener les enfants au camp. Vous les prenez comment en charge? Si déjà les parents ne savent pas prendre en charge de la scolarité, alors les activités parascolaires, c'est très compliqué. Et c'est un déficit terrible parce que c'est de la désorganisation, entre guillemets, de l'État que viennent tous ces mots que nous sommes en train de citer. En fait, les parents, vous savez, on a commis dès le départ cette bêtise d'attendre tout de l'État. Dire que pour dire qu'un parent travaille, c'est qu'il est fonctionnaire. Finalement, quand le système fonction publique n'a pas fait toutes ses preuves en matière de salaire, de prise en charge, les gens se sont retrouvés comme surpris. Et bon, les enfants qui doivent apprendre à vivre en société, c'est-à-dire que les parents doivent mettre le pain sur la table. Quand le parent devient incapable de le faire, il doit avoir des services sociaux organisés pour pallier pendant un certain temps, le temps que les parents se reprennent et qu'on... Mais aujourd'hui, il n'y a même pas souvenir des services sociaux. Donc, quand les parents ne savent pas prendre en charge, directement c'est la rue. Et l'enfant se retrouvant dans la rue, c'est avec toutes les conséquences. Vous verrez que il y a des parents qui font même l'effort de préparer un grand bol de haricots ou de pondou, mais on demande à chaque enfant de se débrouiller pour savoir il va prendre ça avec quoi? Avec kwanga, pain. Oui, mais ça c'est à sa charge. C'est à lui de trouver la chikwang ou le pain ou les foufous. Bon, finalement, il n'y a plus d'harmonie au niveau de la famille. Et l'être humain est conçu tel que quand papa ne sait plus mettre à table la protection suffisante, il perd son autorité. C'est ça malheureusement l'être humain. Et dès que papa a perdu son autorité, c'est le désordre, c'est la débrouille, oui, ça va dans tous les sens. Surtout que papa, des fois, attend une solution des enfants. L'exemple que vous donniez la semaine dernière, suivez l'émission que nous avons diffusée la semaine dernière. Moi, je vous donne un autre exemple. En 72, j'arrive à Kinshasa pour aller en formation en Europe, dans la banlieue parisienne. Et nous restions la première rue, mais nous mangeons les Maléwa. Et en face de notre Maléwa se trouvait une famille. Et quand on parlait avec la maman de Maléwa, elle disait, bon, Omoni, bon, à l'époque, je ne parlais pas bien lingala, je ne suis pas trop avancé non plus, mais enfin, mwana wana, mwana moko, mwana koya, nde ce qui mwana ye, papa, akoya na mbongo, papa a commis la bière, et puis papa a okende kolala. Et une heure après, effectivement, la fille arrive. Non, le papa est entré, dit, bon, Fongolanani, il y a ceux qui aillent, hein. Et puis l'enfant arrive, le papa sort, on vient acheter, là, et puis le papa, le scénario tel qu'il nous avait été raconté. Et ça m'avait véritablement scandalisé. C'est contre cela que nous voulons lutter, notamment pour ces fêtes. Ne serait-ce que pour ces fêtes, faisons tout pour que chaque enfant trouve sa famille. Monsieur l'abbé.
Ben oui, et nous l'avions dit aussi la fois passée, c'est que la fête de Noël qui approche est considérée comme étant la fête des enfants. Parce que c'est un enfant qui nous est né. On chante cela. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Eh bien, c'est la fête de l'enfant, n'est-ce pas? Alors, la meilleure façon de célébrer cette fête de l'enfant, l'enfant Dieu qui naît, c'est que dans chaque famille, on puisse récupérer un ou deux ou trois enfants qui sont dans la rue. Et ces enfants dans la rue, on peut les trouver non seulement dans la rue, mais on peut aussi les trouver dans les centres d'hébergement. Est-ce qu'il en existe? Il en existe. Un qui est très connu, en tout cas, ici à Kinshasa, c'est le Hors-Père, l'œuvre de réclassement et de protection des enfants de la rue. Hors-Père, qui existe à Kasavubu, qui existe à Ngiringiri, qui existe, disons, dans quelques coins de la capitale, où il y a des maisons d'accueil de ces enfants. Vous y allez, vous demandez la possibilité de recueillir un enfant et vous le prenez dans un premier temps pour célébrer la Noël, ensemble, lui donner une famille où il va célébrer la Noël, mais avec l'intention, avec l'objectif de le garder, n'est-ce pas, et de faire toute la procédure pour l'adoption de cet enfant. Un obstacle important dans cette démarche, c'est l'accusation de sorcellerie dont ces enfants sont en quelque sorte victimes, n'est-ce pas? Or, comme nous l'avions souligné la fois passée à l'émission, dans la loi portant protection de l'enfant, il est clairement dit que toute personne qui accuse, qui traite un enfant de sorcier est punissable. Punissable de la prison, n'est-ce pas, et des amendes. Monsieur le Lobango, eh bien, moto nyonso, mobeko oyo ezali kobatela bana elobi polele boye. Te moto nyonso na article 160. Moto oyo ako lobana te mwana azandoki. Eh bien, moto wana ba sengeli kopesa ye tumbu e kokenda na mobu moko to mibu misato ya boloko. Pe amende ezali ya 200 000 tina 1 million de francs congolais. Donc, ça veut dire que mobeko yo esengeli bato banso ba yeba yango. Pe esengeli te l'État asalela yango. Mbala mingi mibeko ezali, mais nangambo moko bato bayebi mobeko te, mais nangambo mosusu bo basengeli ko salela mibeko wana ko landela yango pe ko sala te bato batosa mibeko wana baza ko sala musala wana te. Yango nde likama monene otoza nango lelo poto kota na mwa likambo eza koloba ma mikolo babi mobeko likonzi ya mboka to bongola yango to sala mobeko mususu likonzi oyo ekotambwisa mboka na ndenge mususu kasi mibeko yango ezalaka mobeko likonzi boni bazali na yango. Voilà. Boni batanga yango. Monsieur l'abbé. Boni balandelaka yango. Mais vraiment, merci. Donc, quelqu'un qui vient vous dire que l'enfant là est sorcier, eh bien, il faut aller lui porter plainte. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous vivons quoi? Certains pasteurs scénarisent. Si vous savez que l'enfant est sorcier, ne l'accusez pas. Allez le prendre, faites en sorte qu'il sorte de cet état de sorcellerie qui d'ailleurs ne sert que de propagande à l'église pour qu'on... Ah, monsieur, toi, c'est pour... Donc, c'est punissable. Nous voudrions que vous le sachiez. N'est-ce pas? Si on le savait, il y a beaucoup de pasteurs qui seraient en prison. Qui seraient en prison. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas que les pasteurs. Il y a
C'est des fois même... C'est-à-dire que, confronté à un problème de prise en charge de l'enfant, la famille, les parents démissionnent et ils taxent l'enfant de tout, parce que l'enfant réclame ce qui lui est dû. Alors, quand ça devient... Quand on commence à prendre les demandes de l'enfant comme un harcèlement, les petits mots commencent à partir comme ça. Moi, non, yo, ça, la makamounet indoki. Et ça, c'est parti dans la famille. D'ailleurs, papa n'a pas vu aux andoki. Et puis, voisin à lobby, dès que quelqu'un fait une petite fièvre, ah, n'a pas vu zandoki, ah, takengai. Donc, ça part de rien. Parce que la loi que vient de lire M. l'abbé, elle tire son essentiel de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui est dit dans la loi, ce qui est dit dans la Convention, c'est universel. C'est partout que les niveaux de vie, comme c'est écrit à l'article 27 de la Convention, il est dit que tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social, et les parents ont la responsabilité de lui assurer ce niveau de vie-là. L'État a le devoir de faire en sorte que cette responsabilité puisse être et même soit assumée. La responsabilité de l'État peut inclure une aide matérielle aux parents et à leurs enfants. C'est-à-dire que dans un premier temps, les parents démunis ne sont pas obligés d'abandonner les enfants. C'est là que les services sociaux doivent intervenir. Maintenant, nous nous retrouvons dans un système où il n'y a plus de services sociaux. C'est ça tout le problème. C'est-à-dire que les parents abandonnent les enfants, la famille élargie abandonne les enfants et l'État abandonne les enfants. Tout le problème commence là. Maintenant, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc, or, dans la rue, il y a une violence extrême que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire que vous trouverez les enfants en train de prendre des machettes et... Vous savez, l'enfant fait ce qu'il voit faire. Il agit par mimétisme. Même sur les images que les enfants suivent à la télé. Vous vous rappelez, dans les années 78-80, il y a eu beaucoup d'accidents sur les immeubles ici à Kinshasa parce que les enfants voulaient imiter Superman. Il sautait juste avec un pagne et... parce qu'il a vu. C'est-à-dire, quand même à la télé, on dit interdit au moins de 12 ans, interdit... C'est par rapport à l'épanouissement de l'enfant, on dit qu'il ne faut pas lui montrer ces images-là, sinon il va copier. Or, dans la rue, c'est le règne du plus puissant. Il a le droit sur tout le monde, là, le plus puissant, le gang Yakarti. Et c'est qu'il l'éduque, je ne dirais pas, ils apprennent aux enfants de faire n'importe quoi. Tel que l'enfant peut revenir chez ses parents et venir les dépouiller. Tout à fait. Pour entrer dans la rue. Donc, le fait de les abandonner n'est pas pour vous une solution. Surtout que même la même loi dit que tout abandon d'enfant peut amener les parents en prison. Oui. Ils doivent savoir ça. Quand vous abandonnez votre enfant, vous pouvez finir en prison. Monsieur, je vous pose une autre question. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous commencions aussi à éduquer les foyers par rapport au nombre d'enfants? Comment on appelle ça, limitation de naissance. Limitation de naissance. Ça, c'est aussi un problème sur lequel on n'est pas revenu. Les gens doivent comprendre, doivent apprendre à se limiter. Et il y a des protections qui existent. Oui, ça, c'est un débat très complexe. C'est-à-dire que nous, l'Afrique, l'Occident, dans son capitalisme extrême, dit que l'Afrique est surpeuplée. Et donc il faut limiter, il faut... Mais de notre côté, l'Afrique est vide. Quand nous considérons nos pays africains par rapport au territoire, les pays ne sont pas surpeuplés. Et d'ailleurs, la seule force qui peut inquiéter l'Occident, qui inquiète déjà, c'est la population africaine, parce qu'elle monte en flèche. C'est un gain, au contraire, d'avoir dépeupler suffisamment de ces pays pour que nous puissions prendre... Parce que quand l'Europe nous colonise, ils étaient plus nombreux que nous. Maintenant, nous sommes en train d'être plus nombreux qu'eux,
Eux, comme ils font des études avant, ils se disent, ces gens ici, ils vont prendre le pouvoir. Oui. Donc ça, c'est une question vraiment à deux sens. On doit vraiment en discuter. Mais seulement, vous dites vrai par rapport à la prise en charge. Donc on devrait aussi, quand il s'agit de mettre au monde, prendre... moi, je ne dirais pas nécessairement de limiter les nombres. Je dirais qu'il faut espacer les naissances pour qu'on se donne le temps suffisant de s'occuper. Et nos parents le faisaient bien. Hein? La maman allait au village, ou je sais pas. En toi, c'était après 2 ans. 2 ans, oui, oui. Mais rappelez-vous que jusque dans les années 80, nous, quand on allait à l'école maternelle, on avait des biscuits, on avait du lait, on avait de l'État. Oui. On avait le kit scolaire minimum donc ce n'est pas impossible. Ces histoires-là existent. Ça peut se faire parce qu'on l'a déjà fait. Ce n'est pas une innovation. Ça facilite la tâche parce que aujourd'hui, quand les enfants à l'école primaire, à l'école maternelle, c'est devenu un luxe. Oui. C'est pour les parents qui peuvent se les payer. Vous voyez, par exemple, nos écoles protestantes ou catholiques, il y a surcharge des enseignants. Ils ne savent pas suivre parce que vous avez 65 élèves dans une classe. C'est impossible pour l'enseignant de suivre. Et ça, c'était même avant la gratuité. Maintenant, avec la gratuité... c'est monté de manière exponentielle. Donc, c'est encore plus compliqué pour tous ces enfants parce qu'ils arrivent à l'école, beaucoup d'entre eux ont faim. Même les petits biscuits qu'on donnait, je vois, vous avez de Katanga, même à l'âge de Camille. Comment il y avait des biscuits là qu'on appelait, je sais pas moi. Nous, à vous, partout, ça a existé. C'est la moindre des choses. Mais nous devons remettre sur pied les services sociaux. C'est une urgence, pas seulement pour s'occuper des enfants, mais pour s'occuper des adultes. C'est-à-dire, les parents doivent connaître tout ça, que si j'abandonne mon enfant, je peux aller en prison. Ce sont les services sociaux qui viennent vous dire. Parce que même les parents qui ont des moyens, si vous maltraitez vos enfants à la maison, vous êtes passible de poursuites. D'ailleurs, docteur Soulou me disait, il lui a étudié au village, il disait, il était tout petit, hein, les parents allaient amener des bananes à l'école. Alors on disait à l'enfant, tu veux manger des bananes, il faut aller à l'école. Hein, à l'école, il y a des bananes. Voilà une façon de prendre en charge les enfants. Au Katanga, Kivunjambanga, donc des biscuits lourds là, effectivement, on donnait Qui du vous lait. rassasie pour la journée. Oh, bah oui. On dirait à Lingala Kangajou. Monsieur là. Oui. Donc, mais quand même, pour que nous puissions coloniser ceux qui ont peur que nous puissions les coloniser, il faut peut-être essayer ou de revenir au système de 2 ans par enfant, ou carrément de limiter quand même, pour ceux qui n'ont pas de moyens, les naissances. Vous savez, comme disait Justin tout à l'heure, ça m'a fait penser à la situation des enfants d'Israël, les Hébreux, en Égypte. Le Pharaon a vu que les enfants d'Israël, les Hébreux, devenaient de plus en plus nombreux, n'est-ce pas? Et donc, il devenait une force, une puissance, n'est-ce pas? Et puisqu'il devenait une force, il fallait absolument faire tout pour qu'il ne puisse plus se reproduire. Donc, la population est une force. Absolument. La population est une force. Et alors, le Pharaon a trouvé d'abord une première mesure, donner des travaux forcés. Alors, faire des travaux tels que les hommes se fatiguent et ne pensent plus à la procréation. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et on est arrivé à une solution plus radicale, n'est-ce pas? Une décision, celle d'éliminer tous les enfants garçons. Génocide. C'est un génocide. Oui. Alors,
si j'ai évoqué cela, c'est tout simplement pour dire cette question de limitation de naissance, hein, tout cela, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, et, hein, disons beaucoup de réserves, n'est-ce pas? Ce qui est le plus important, c'est que les enfants qui viennent au monde soient, des fruits de l'amour. Ça, c'est très important. Que ce soit des fruits de l'amour. L'amour entre papa et maman. Papa et maman, hein, qui décident d'avoir, hein, un enfant, d'avoir 2 enfants, d'avoir 3 enfants, d'avoir 4 enfants, peu importe, mais comme fruit de l'amour. Pas quelque chose qui vient au hasard. Pas quelque chose qui vient tout simplement parce que, bon, il faut bien avoir des enfants. Voilà. Donc, il y a une certaine éducation, une certaine discipline. Un certain encadrement. Un certain encadrement. Comme ce que... Et cet encadrement... Comme je l'ai aussi évoqué la fois passée, en plus de cette histoire de prise en charge matérielle qui doit être faite par les parents, et l'État doit aussi intervenir, je crois qu'il y a un élément sur lequel on ne parle pas suffisamment ici, c'est la formation des parents. Ce que j'appelle une école des parents. Dans notre pays, ça n'existe pas. Sous d'autres cieux, ça existe. L'école des parents. Les foyers sociaux. Plus que foyers sociaux. École des parents, c'est une structure, une sorte d'institution, n'est-ce pas, où les parents sont formés pour assumer leur charge, leur fonction, leur rôle, hein, de parents. Ils sont formés. Monsieur l'abbé, dans les foyers sociaux, ça se faisait, non? Oui, dans les foyers sociaux, ça c'est, je parle ici de la formation à l'éducation des enfants. Comment éduquer ces enfants? Les parents doivent être formés à cela, à être des éducateurs. Une école de formation des parents et des éducateurs que doivent être tout parent. Tout parent doit être un éducateur. Mais est-ce qu'ici, nous avons une école de formation des éducateurs et des parents? Nous n'en avons pas. Oui, nous n'en avons pas. On n'en a jamais eu, hein? Non? Non, on n'en a jamais eu. Alors que la loi insiste sur ça, sur les objectifs de l'éducation. C'est ça qui doit être. En fait, l'éducation doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. C'est ça l'objectif en premier. C'est-à-dire que vous, les parents, vous éduquez l'enfant par rapport à son potentiel pour qu'il ait une vie adulte active dans les meilleures conditions. Nous, déjà, le départ est mauvais. C'est-à-dire que nous voulons refléter ce que nous vivons sur les enfants. Vous dites, quand l'enfant est né pendant que papa était au chômage, tout de suite, il s'appelle tabou. Après, il souffre, il devient... Moi, on a comme passe. Comment ça? C'est-à-dire, l'enfant, quand vous lui rappelez tout le temps que son arrivée n'a pas été un événement heureux, oui. Et ça va se répercuter sur son éducation. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous savons que quand vous proclamez quelque chose en permanence, ça finit par arriver. C'est votre faute. Donc, quand l'enfant, vous l'appelez passe. Chaque jour, il passe. Déjà, ça commence déjà avec des problèmes. Et c'est comme si l'abbé a dit est vrai. Il faut éduquer les parents à être comment je dirais, des bons formateurs, tout voilà, simplement. C'est-à-dire des éducateurs. Des éducateurs pour le meilleur intérêt des enfants. Donc, et de la société. Et de la société, pas refléter vos difficultés dans la vie de l'enfant. Et dire, pourquoi cet enfant-là s'appelle Vita? Non, il est né pendant qu'on fouillait les M23. Oui, mais est-ce qu'il faut lui rappeler ça tout le temps que moi je suis né, c'est à cause de moi que maman était... Non. C'est tout ça. Donc, donner toute la possibilité à l'enfant de s'épanouir. Ensuite, l'enfant doit bénéficier de la protection sociale et des assurances et des mutuelles, tout ça là. C'est-à-dire,
un enfant doit être à même d'aller à l'école dans de meilleures conditions. Généralement, quand on devait payer, c'était compris dans le Minerval, les frais de bus. Les frais de bus étaient compris dans... Je vais même faire une parenthèse, je vais refermer rapidement. Vous savez, quand vous payez votre billet d'avion pour aller en Suisse, il comprend beaucoup de choses, ces billets d'avion. Parce que quand vous atterrissez en Suisse, déjà à l'aéroport, on vous donne un billet qui vous permet d'atteindre les coins, n'importe quel coin de la ville où vous allez. Gratuitement. Bon, c'est pas gratuit, c'est inclus dans le billet. Vous arrivez à l'hôtel, dans les frais d'hôtel, on vous donne aussi les billets de transport pour toute la durée de votre séjour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas propension à la fraude parce que dans le salaire qu'on donne, les rétentions qu'on fait par rapport au salaire, il y a les assurances, il y a les coûts de transport. Donc nous devons déjà organiser l'État à ce niveau-là. C'est-à-dire, ça ne doit pas être une fièvre pour les parents tout le temps comment l'enfant va aller à l'école. Non, non, ça doit être compris dans un système. Oui, mais si vous n'avez déjà pas les bus. Bon, enfin, mais de toute façon, il faut que ça s'organise. Oui, oui. Il faut que ça s'organise. Nous, qu'est-ce que l'Angola a de plus que nous? L'Angola qui a un budget aujourd'hui de 60 milliards. C'est à nous de nous organiser. Simplement pour des petites choses comme les vaccins, comme les... On en est arrivé au point de manquer de vaccins. Nous commandons les vaccins sur la scène internationale. C'est terrible. Bon, aujourd'hui, vous pouvez apprendre que non, on a suspendu la vaccination parce que tel don n'est pas arrivé. Bon, et les enfants qui n'ont pas été vaccinés. C'est tout ça le problème que nous devons résoudre. Vous avez fermé la parenthèse. J'ai fermé la parenthèse. Alors, quand on rentre sur notre point essentiel, la réduction de la violence dans la rue, par rapport à la récupération des enfants, il faut des centres tampons, comme j'avais dit l'autre fois. Mais ces centres, ça suppose qu'on organise autrement la société. Parce que parmi les causes qui envoient les enfants dans la rue, il y a ce problème-là de manque d'amour à la maison, il y a ce problème économique, il y a aussi le problème de guerre. Vous savez, la guerre, les parents sont partis, papa est parti défendre le pays, il meurt là-bas, la famille vivait au camp, après 3 à 4 mois, on va chasser la famille du camp. Bon, qu'est-ce qu'on a donné pour que la maman puisse se débrouiller avec les enfants? La maman coincée, et il abandonne les enfants au camp et part. Il s'est dit, bon, papa n'a pas fait na guerre, tout ça. Maman, les enfants se retrouvent seuls. Vous savez, la journaliste qui a été tuée, attaquée là dernièrement, c'était à côté d'un camp, attaquée nuitamment. Donc c'est tout ça l'organisation du pays. Bon, qu'est-ce que la journaliste, après 23 heures, moto, une femme d'autrui, autour d'un camp, donc c'est un lieu qui était censé être sécurisant, c'est devenu maintenant un repère des bandits. C'est tout ça qu'on a comme... On a beaucoup de choses, beaucoup à faire, hein, monsieur l'abbé. On a beaucoup à faire et comme nous le disions tout à l'heure, et Justin l'a souligné, éduquer les parents à être de bons éducateurs et des éducateurs efficaces. Éduquer les parents. Éduquer les parents au dialogue. Aujourd'hui, on se plaint dans notre société qu'on ne communique pas, on communique mal. La violence, elle commence d'abord par la parole. C'est la violence verbale, n'est-ce pas? Circuler ici à Kinshasa, comment les gens s'injurient facilement. La violence verbale. Les gens sont nerveux. Oui, mais il y a une violence verbale qui fait que on est facilement en train d'injurier. Même, tu suis les chaînes de télévision, des émissions où les gens font soi-disant des débats, mais ils s'injurient, n'est-ce pas? Ils s'injurient publiquement, n'est-ce pas? Ça s'appelle quoi? Le mal-vivre, hein? C'est le mal-vivre. Oui, le mal-être. Hein? Le mal-être. En fait, il est important qu'on éduque les gens, qu'on forme
surtout les parents, à la communication bienveillante, la communication non violente. Ça, c'est un élément important dans la formation, dans l'éducation des parents, pour qu'ils deviennent des parents efficaces. Je donne un exemple, monsieur l'abbé. Juste un exemple. Monsieur Le Sacco était venu m'interviewer. Je lui avais dit, ma mère, je n'avais pas fait beaucoup d'études, m'a appris à ne pas voler. Et c'était très bien fait. J'ai le plaisir de le raconter. Bon, chez nous, on faisait du café, on faisait des trucs comme ça. Chaque fois que j'allais demander à maman, bon, tu me donnes 5 francs. Non, va dans le tiroir, tu prends 5 francs. Et puis, bon, j'ai besoin de 8 francs pour aller avec des amis. Va. Et puis, chaque fois qu'elle me disait ça, moi, je prenais un peu plus. Bon. Et puis, un jour, je trouve que l'argent est bien rangé. Je me pose la question. Je dis, parce que maman disait, va compter. Bah, voilà, va compter. Je dis, bon, mais je ne peux pas compter parce que c'est bien rangé, c'est que quelqu'un d'autre a compté. Alors, je prends ce que j'ai demandé, 5 francs. Il y avait combien? J'ai dit, il y avait ceci. 3-4 jours après, maman me dit, mais tu vois que maintenant tu ne voles plus. Parce que tu as su que je savais que tu allais chaparder un peu d'argent. Et depuis 7 ans, je ne vole plus. Voilà une éducation qui m'a été faite de manière très méthodique, alors qu'elle n'était que monitrice des tout petits, là, comment on appelle, les tout petits, des gardiennes. Donc il n'a pas fait beaucoup d'études. Elle a réussi à faire de son premier seul garçon, à ce moment-là, avant le dernier, alors que papa m'a giflé une seule fois de ma vie. Je trouvais qu'il était méchant, mais tout ça, ça entrait dans l'éducation. Mais je préfère parler de celle de ma mère qui a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à mes collaborateurs ici, ils vous diront que je ne m'intéresse pas trop aux histoires. Question d'éducation. Voilà. Question d'éducation. Éduquer les parents à devenir des non-violents. Parce que la violence que nous déplorons dans la rue, n'est-ce pas, elle vient d'où? Elle vient de la famille. Elle vient de l'éducation de base. Oui. Ces enfants qui sont violents dans la rue, ils ont appris où cette violence? Mais ils ont appris, tu as parlé de mimétisme, les enfants qui imitent, eh bien, ils apprennent ça dans la famille. Oui, parce qu'ils ont été battus, parce qu'on leur a montré que celui qui a le pouvoir peut user de la violence pour imposer son point de vue. Vous voyez? Eh bien, il y a cette éducation à la non-violence, il y a l'éducation, je dirais, à la gestion économique. Beaucoup de parents se plaignent qu'on n'a pas de moyens, mais en réalité, ils ne savent pas gérer de manière rationnelle le peu qu'ils ont, n'est-ce pas? Ils ne savent pas gérer de manière rationnelle. Il y a une autre violence, monsieur l'abbé, je voulais qu'on termine par là, c'est celui du harcèlement des enfants à l'école. Moi, j'étais un enfant harcelé quand j'étais en 4e primaire, vraiment harcelé par un gaillard qui était plus balèze que moi, qui m'imposait jusqu'à aller faire les devoirs et à faire en sorte que lui ait 10 sur 10 et que moi, je ne puisse pas avoir les mêmes points que lui. Ça fait mal quand j'en parle et il faudrait que les parents puissent faire attention à ce harcèlement-là, qui en Europe commence à tuer. Maintenant, avec les téléphones, on harcèle votre enfant, finalement, il menace d'aller se suicider. Qu'on fasse vraiment attention à ce harcèlement qui, à un moment, quand nous sommes entrés au village, j'ai dit à mes parents, je reste étudier au village. En fait, ça s'est arrangé plus tard. Je voulais vraiment insister là-dessus. Je ne sais pas si Maître Magala a quelque chose à dire là-dessus. Non, je serai un peu plus global. Vous savez, si vous voulez être un bon parent dans le devenir, il faut commencer par avoir été un bon enfant. L'enfant, en fait, l'adulte n'est que le reflet de ce qu'a été son enfance. Vous pouvez trouver aujourd'hui des adultes très à l'aise financièrement, mais qui n'ont pas d'éducation. C'est-à-dire que quand ils vous parlent, vous demandez, mais monsieur, il a un langage de rue.
il peut... Un homme responsable, ce n'est pas le fruit de l'argent, c'est de l'éducation. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, quelqu'un ne peut pas donner l'amour qu'il n'a pas reçu. C'est impossible. Parce que quand un père, même l'éducation, on peut parler même au niveau des pasteurs, des enseignants, le dévouement d'un instituteur, c'est le reflet de ce que lui a reçu. Un bon pasteur, c'est parce qu'il a été sous la direction d'un bon pasteur. Il sait être... un bon couple donne des beaux enfants. Parce que les beaux couples, ils ne vont pas s'injurer devant les enfants. Il y a des enfants qui apprennent les injures à l'école. Et ils sont surpris. Et c'est ça même le problème des harcèlements dont vous venez de parler. C'est-à-dire que l'enfant, d'abord, il est dans le moule dans lequel il a grandi. Il ne sait pas qu'il peut avoir cet échange entre un costaud et que celui-là viendra vous mettre sous sa coupe. Donc, il est déjà dans un monde qui n'est pas le sien. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça rentre toujours sur les services sociaux à l'école. On doit savoir, l'école doit savoir ce qui se passe dans la cour de récréation. Tout à fait. On ne peut pas, parce que les enfants soient abandonnés, même parce qu'ils sont en récréation. Il y a des gens qui suivent les enfants pendant la récréation. Les surveillants. Les surveillants, parce que les enfants jouent par rapport aux affinités. Ils disent, bon, là on a un groupe de mathématiciens. Ils se mettent toujours ensemble. C'est-à-dire, l'école s'arrange pour... Bon, là, ce sont des gens qui sont quand même forts en langue. On va leur donner des jeux d'amusement par rapport aux matières qu'ils maîtrisent pour qu'ils soient encore meilleurs. Alors, généralement, les balaises, ce sont des cancres. Les gens qui se mettent derrière, là. Ce sont des cancres. C'est-à-dire qu'ils sont en retard par rapport à l'âge. Et alors, ils commencent à traumatiser les autres. Ça, c'est le premier cas de violence. De harcèlement. De harcèlement. Le reste, les autres, c'est pour les timides ou pour les aspects corporels. C'est-à-dire que si vous êtes dans une société européenne par rapport aux critères de beauté, dès que l'enfant n'est plus aussi mince qu'on souhaite, ça devient l'objet de raillerie. Ici, dès qu'il est un peu plus foncé de teint que les autres, ça devient... Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en charge. Il faut suivre les enfants du début à la fin. Et la société ne pourra que bien se porter. Monsieur l'abbé et maître, vous pensez qu'il y a encore des choses à redire pour une troisième émission? On en a assez dit. Je souhaiterais quand même que nous puissions aussi recevoir des personnes qui sont engagées dans ce domaine. Vous en avez? Oui, il y a un cercle d'études aujourd'hui qui existe, qui a été créé par des amis qui s'occupent justement de l'enfant et de la famille. Ah ben ça c'est bon ça. Et ces gens-là, ils ont une expérience parce que chaque mois à peu près, ils ont une conférence, ils organisent des conférences. Ils m'ont d'ailleurs invité pour parler de ce thème, un enfant, une famille, lors d'une de leurs conférences organisées. Alors ce serait intéressant d'écouter ces genres de personnes qui ont une expérience et qui peuvent même orienter les parents vers des structures. Alors on le ferait comment? On le ferait avec nous ou vous les envoyez? Non, on peut faire au cours d'une émission comme celle que nous faisons. D'accord. On peut ok, retenu. Pour la quinzaine? Oui, pour la quinzaine, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, je crois que ce qui est important pour notre thématique, c'est que les parents prennent conscience que, ils doivent tout faire pour ne pas rejeter leurs enfants et les envoyer dans la rue. De deux, il faudrait que le climat qui règne dans nos familles soit un climat d'amour tel que l'enfant ne se sente pas attiré par la rue, n'est-ce pas? Et en ce moment-là, un enfant qui est dans la rue, eh bien, on va d'abord chercher les parents. Et si il y a Monsieur le maire, vous le direz la semaine prochaine. Oui. De toute façon, vous l'avez déjà dit au cours de la première émission. Oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette émission est terminée. Que ceux qui ne sont pas catholiques ne croient pas que c'est une émission réservée aux catholiques parce que nous avons un prêtre qui nous rappelle de temps en temps l'évangile. Ça concerne tout le monde. Et cette éducation-là, de cette éducation dépend l'avenir de ce pays que nous aimons, que nous devrions aimer tous. Et si nous l'aimons tous, ce pays sera un grand pays
qui influencera l'Afrique pour le bonheur du peuple noir et même du monde. Parce que nous, ici, nous sommes des citoyens du monde. Bonsoir et dans 15 jours.